Bonjour Catherine. Bonjour Olivier. Alors c'est un plaisir de te recevoir en fait aujourd'hui. Donc tu viens Partagé, de rentrer en France en plus puisque tu m'as dit que tu étais basée en Corse. c'est Alors je ça. vais tenter un rapide résumé de ton parcours, ce qui n'est pas forcément évident parce que tu as de nombreuses expériences. Tu es vraiment en fait au sens strict du terme ce qu'on appelle une serial entrepreneuse. Alors si je devais résumer, je dirais que tu es tombée dans la marmite du digital quand tu étais toute petite. Avec quand même, on va dire, plusieurs axes. D'abord, la direction de plusieurs entreprises dans le digital, que ce soit e-France ou même la création en fait de OMD, qui a été la première agence de digital et de publicité en ligne. Tu as aussi beaucoup inspiré, notamment avec ce que tu fais aujourd'hui dans le Win Forum. Tu as créé aussi Cash Store, tu as créé Malinea. Voilà, donc tu es vraiment en fait une serial entrepreneuse en fait, aujourd'hui. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu retiens en fait de ce parcours et quels ont été les moments forts? Waouh, dis donc, ça commence bien. Qu'est-ce que je retiens de ces 20 ans de parcours? Euh, Moi, comme tu l'as dit, j'ai toujours été dans le numérique et dans l'entrepreneuriat. Et du coup, pour moi, c'est synonyme de deux choses. C'est que, un, rien ne se passe jamais comme c'était prévu. Donc, mon parcours, ça m'a donné l'occasion de développer cette capacité inouïe d'adaptation. Je suis tout le temps en train de m'adapter, de pivoter, d'observer. Et je crois que c'est vraiment ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Donc, ça ne se passe jamais. Il y a tout le temps des ruptures, il y a tout le temps des transformations. Et c'est intrinsèque, en fait, à la fois au statut d'entrepreneur et du numérique. Euh, je retiens qu'il n'y a rien de meilleur que faire, que d'agir, d'explorer des voies nouvelles, que d'oser, d'entreprendre. C'est vraiment mon chemin et je l'ai trouvé, tu vois, au fur et à mesure, toujours dans l'action, dans le faire. J'aime bien me mettre en risque. Je retiens qu'il n'y a rien de meilleur aussi que d'apprendre. J'ai passé mon temps à continuer à apprendre. En fait, t'es jamais arrivé nulle part. C'est vrai en général, hein, quel que soit ton secteur, quel que soit ton job, mais quand tu es dans le numérique, c'est encore plus vrai parce qu'il y a tellement un foisonnement d'innovation que voilà, j'ai toujours eu les petites antennes en alerte et ça c'est bon parce que ça donne une niaque qui entretient la flamme. Donc, c'est un parcours, j'ai l'impression que ça a duré très peu de temps et j'ai énormément appris, je continue à apprendre. Ouais, je me fais plaisir. Et, et est-ce que aujourd'hui, on parle souvent de transformation digitale, donc est-ce que tu as l'impression que on a un peu basculé maintenant dans le digital en France? Et encore une fois, je répète, tu as été une des premières en fait, à créer une agence digitale et tu as publicité en ligne. Aujourd'hui, on parle de 60 milliards, tu vois, sur la publicité en fait en ligne. Est-ce que tu as l'impression que le basculement s'est fait pour les entreprises françaises? Bah, tu as la réponse avec ce qu'on a vu avec le Covid en réalité, hein. Tu vois bien que ça a été un prodigieux accélérateur tendanciel, ce Covid, et que toutes les entreprises, elles étaient déjà engagées dans cette voie. Celles qui ne l'étaient pas assez, on voit bien à quel point elles en souffrent encore maintenant. Donc oui, là, tout le monde est sur cette voie. On se rend compte qu'il fallait accélérer encore plus, qu'il y a encore un incroyable besoin. Surtout, je te parle du retail que je connais bien. Tous les sujets d'omnicanal, d'identifiant client unique, d'identifiant produit unique, on n'y est pas encore, quoi. Donc ça fait quand même 20 ans que le mouvement est en marche. Il y a ceux qui ont pris le virage plutôt que d'autres et qui s'en sortent bien parce qu'ils ont basculé beaucoup de ventes pendant la crise sur le digital. Et les autres, ils se disent waouh, on aurait dû accélérer. Donc il reste étonnamment encore pas mal de chemin à faire. Alors, une autre chose, en fait, et justement par rapport au Covid, c'est quoi ton regard aujourd'hui sur la French Tech? Et il y a eu beaucoup de questions sur, finalement, qu'est-ce que la French Tech a apporté pendant ce Covid? Voilà. Donc, Moi, je peux te parler que de celle de New York, puisque c'est là où j'étais, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La French Tech de New York, tu as 450 entreprises. Tu as la French Tech USA en réalité, parce que tu as plein. Boston est super dynamique, San Francisco très dynamique, pas mal d'autres villes. Donc, tu dois avoir à peu près 1000 sociétés, 1000 startups françaises qui se sont exportées aux États-Unis pour tenter leur chance, tu vois, dans cette terre promise, cet immense marché. La French Tech, c'est aujourd'hui
Donc, c'est un label, en réalité, c'est pas une structure très organisée, quoi. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu veux me faire dire sur la French Tech. Moi, je veux plutôt te parler des entreprises françaises qui sont aux États-Unis. C'est étonnant de voir à quel point, là encore, ça se passe pas du tout comme c'était prévu. En fait, je me rends compte que souvent, dans l'esprit des entrepreneurs, tu as une belle traction, tu réussis sur ton marché d'origine et donc là, tu te dis, je vais à la conquête des États-Unis. En réalité, ce n'est pas une étape nouvelle, c'est un reset complet. Enfin, tu le sais, toi, tu connais bien les États-Unis et quand tu étais chez Coca et autres, les clients ne sont pas les mêmes. Je veux dire, les Américains, c'est des êtres humains d'une autre nature. On est loin de le savoir quand on les regarde de l'extérieur. Ils ne consomment pas pareil, ils ne pensent pas pareil, ils n'interagissent pas pareil, ils ne travaillent pas pareil. Donc, tout ce qui fonctionnait dans ton modèle économique au départ, il va falloir le revoir. Donc, ta proposition de valeur, il faut tout revoir. Il faut revoir tout ton pricing en rajoutant 2 zéros parce que là-bas, tout coûte infiniment plus cher et ce qui n'est pas très cher n'a pas de valeur pour les Américains. Il faut revoir ton équipe de vente, de sales, parce que s'ils ne sont pas américains, ce n'est pas un atout. Enfin, sauf si tu fais dans la gastronomie ou dans la haute couture, ce n'est pas forcément un atout dans la tech que d'être français. Alors si, on nous pique nos ingénieurs français dans toutes les grandes boîtes, tous les GAFA, il y a des Français. Mais être un entrepreneur français, ce n'est pas forcément un gage. Ils sont extrêmement chauvins, ça ne va pas s'arranger. Donc, en fait, c'est une grosse leçon d'humilité, les États-Unis, pour les entrepreneurs français. Il y en a assez peu, finalement, qui réussissent. Mais ceux qui réussissent, c'est vraiment le jackpot parce qu'effectivement, le marché est énorme. Et justement, j'avais rencontré quelqu'un dans la Silicon Valley qui disait que, alors lui, il vendait justement ce sas de décompression en expliquant que quand tu arrives aux États-Unis, il y a tout un retravail à faire de comprendre le marché, adapter ton offre, tout ce que tu viens de dire. Ouais, et que les Français, en fait, avaient beaucoup de mal, en fait, à comprendre ça parce qu'eux, ils arrivaient aux États-Unis pour faire fortune, quoi. Voilà. Est-ce que tu as en tête un exemple de startup qui a réussi, en fait, à faire ce shift justement pour s'adapter et pour réussir? La première, c'était Criteo, très clairement, hein, avec leur introduction au Nasdaq. Enfin, ouais, c'était pour moi, Jean-Baptiste Rudel, c'était le pionnier de cette réussite-là, qui a réussi dans la tech à comprendre les différences de besoins des clients, à aller chercher une équipe américaine tout en gardant ses racines et tu vois, son ancrage français, parce qu'on a d'excellents ingénieurs, encore une fois, en France. Hein, je vois, même pas que sur les ingénieurs. J'étais étonnée de comparer tu vois, entre je sais pas, l'EM Lyon, par exemple, d'autres écoles et les élèves de Stanford ou de Harvard. On n'a rien à leur envier. Quoi. On n'a rien à leur envier. Donc oui, Criteo, c'est une belle réussite et il y en a plein d'autres qui arrivent derrière. Donc, c'est possible, mais c'est rare. Alors, tu as été aussi jury de Qui veut être mon associé. Ouais. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu es impliqué en fait dans ce type d'émission-là. Ce qu'on voit souvent, c'est quand on sort de Paris, personne ne connaît en fait les startups. Personne ne connaît un peu cet écosystème-là. Est-ce que vous avez voulu d'une certaine façon remettre un peu l'entrepreneur au centre de la discussion et un peu parler un peu moins de levée de fonds aussi? Je trouvais intéressant dans Qui veut être mon associé qu'il y avait autant le vendeur de miel que celui qui veut changer le monde. Donc, écoute, oui, le but de l'émission, tu l'as vu, hein, c'était vraiment de mettre un coup de projecteur sur l'incroyable dynamisme entrepreneurial des Français. Montrer que dans toutes les régions, avec des gens de tout âge, dans tous les secteurs, tu avais des gens qui avaient envie de faire, qui avaient envie de faire avancer les choses, qui avaient cet état d'esprit entrepreneurial. Et c'est bon de voir ça. Tu vois, je trouve qu'il était temps quoi, de les mettre tellement à ce point en valeur sur une chaîne de grande écoute. Moi, je l'ai fait parce que j'adore promouvoir l'esprit d'entreprise. C'est mon aventure. Tu l'as dit, ça m'a construite, ça a fait qui je suis. J'ai envie de partager l'entrepreneuriat et en particulier auprès des femmes, en tout cas auprès de tous les gens qui se disent c'est pas pour moi. Donc les gens des quartiers, les femmes, toute la diversité en fait, qui est aussi un de mes grands chevaux de bataille. On va en parler. Et du coup, je me suis dit, si je suis dans cette émission, je vais miser sur des projets qui sont portés par des gens différents pour leur donner une chance. Tu vois, moi, je prends l'exemplarité. On devient ce qu'on voit. C'est très difficile, en fait, quand tu n'as pas de modèle ou de te projeter et quand tu vois des gens qui font des choses. Et si tu es une femme et que tu vois une nana qui fait
qui fait des choses, peut-être que ça t'encourage, probablement d'ailleurs, à t'y mettre toi aussi. Donc, j'avais envie de partager ce bonheur d'entreprendre que j'ai depuis toujours, bien sûr. Et peut-être juste un exemple de projet dans lequel, alors soit tu as investi, soit tu n'as pas investi, mais qui t'a marqué en fait dans l'émission. Ah bah, mes coups de cœur, il y a Tip Top que j'adore. Je ne sais pas si tu te souviens, Bakary Camara, qui est avec sa femme, ils ont créé cette société hyper techno qui font des protèges tibia connectés. Donc, leur cible, ce sont les clubs de foot professionnels, amateurs, parce qu'ils te permettent de mesurer de façon très innovante la façon dont les équipes se déplacent pour améliorer les performances. Et je trouvais ça génial, leur histoire de famille. Ce gars, il est juste extraordinaire. Le produit est très innovant et puis c'est un bonheur d'investir chez eux. Après, tu as aussi la petite, en fait, c'est une grande, hein, mais Sarah qui a créé les vêtements pour son frère, Constant et Zoé, hyper touchant, les vêtements pour personnes handicapées. Waouh, ça aussi, ça m'a touchée parce que d'abord, c'est utile. Elle avait un discours, je ne sais pas si tu l'as vu, elle avait un discours extraordinaire. Elle est très focus, elle est à la fois très humaine et très chiffre. Remarquable. Donc voilà, Tip Top, Constant et Zoé, c'est ceux auxquels je pense spontanément. Alors, tu parlais de diversité en fait avant. Tu as créé le Win Forum. Tu as aussi organisé un événement en ligne début juin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire justement diversité pour toi et comment est-ce que tu inspires les femmes? Alors, moi, je dis souvent la différence entre les femmes et les hommes dans l'entrepreneuriat, c'est que les femmes réfléchissent et les hommes ne réfléchissent pas. Donc, les femmes se lancent un peu moins. Et ce que je trouve dommage, moi, énormément, parce qu'en fait, elles ont, et je le vois dans toutes les startups que j'accompagne, énormément de qualité, de structuration, de réflexion et de vision, en fait. Donc, alors moi, je n'ai jamais été dans cette dichotomie homme-femme. J'ai du mal, tu vois, à dire les hommes ceci, les femmes cela, parce que c'est tout ce que j'essaye d'éviter, c'est la polarisation des deux. Mais je sais que tu le dis, c'est une boutade. Mais moi, en fait, le Win Forum, je l'ai lancé il y a 5 ans, quand je suis arrivée à New York. Donc, la version digitale que tu as vue, c'était en mode Covid, mais c'était la cinquième année. Les 4 années précédentes, on était 1000 personnes à la Parsons School à New York. Et si tu veux, quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis dit, est-ce qu'il y a besoin d'un nouvel événement? Parce qu'ils ne t'ont pas attendu, les Américains. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a besoin d'un nouvel événement pour mettre en avant quoi? Au début, je voulais mettre en avant effectivement les femmes entrepreneurs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des milliers d'événements sur les femmes entrepreneurs dans tous les secteurs. Et puis surtout, j'ai fait assez vite évoluer ma réflexion des femmes sur la diversité. Ce qui compte, en fait, ce n'est pas de promouvoir de façon très verticale une catégorie d'entrepreneurs, c'est juste de dire tout le monde peut y arriver. Tu vois, si tu as ça au triple, quel que soit alors évidemment, ça va être plus difficile dans certaines conditions, mais au fond, c'est comment faire pour… Mon postulat, c'est de dire comment je peux promouvoir la diversité sous un angle innovant, enfin nouveau, et je me suis dit, je vais le lier à l'innovation. La diversité, c'est un gage d'innovation, c'est la condition sine qua non de l'innovation. Si tu veux, mais c'est du bon sens, si tu veux penser autrement, si tu veux regarder le monde autrement, si tu veux apporter des solutions nouvelles, évidemment, il faut t'entourer de gens différents. Donc ça, c'était pendant 5 ans, le Win Forum, ça a été mettre en avant des entreprises, des entrepreneurs, des entrepreneuses avec des profils atypiques, unconventional, et qui venaient raconter leur aventure. Et donc, ce n'était pas, tu vois, le bras levé, il faut être la diversité, les femmes. C'est plus montrer que, ah ben tiens, j'ai des exemples de réussite qui sont portés par des gens différents. Et ça, je crois que ça a une vertu d'exemplarité. Et puis surtout, ça défend un truc qui me tient très à cœur, c'est le vivre ensemble. C'est la cohésion, la cohérence, tu vois, parce que un truc qui me préoccupe beaucoup en ce moment, c'est de dire, on a beaucoup fait la promotion par silo, tu vois, des femmes, de ceci, de cela, mais en réalité, quel est le lien entre nous tous, tu vois? Aujourd'hui, les architectures collectives traditionnelles, elles sont passablement déstructurées. Le collectif, c'est quelque chose, je sais, et j'ai hâte de voir ce que ça veut dire en France, mais ça s'est beaucoup effrité, tu vois. Et tout l'enjeu aujourd'hui, surtout après le Covid, ça va être d'arriver à se projeter dans un futur, collectivement, dans un futur désirable. Et ça, waouh, il y a du boulot.
Donc, la diversité, c'est un moyen de recréer du lien. Et ça, j'y suis super attachée. Et on voit que tu es passionné, en fait. Hein. Ah, la fille qui s'emballe, c'est genre, ah, calme-toi, Non, c'est mais il est super 9 parce heures du que matin, on se calme. c'est marrant parce que quand on lit en fait ton wiki et tout ça, il parle de pionnière du web. Moi, je trouve que tu es toujours aussi pétillante qu'au premier Et jour. oui, c'est vrai. Parler Et je tout ne me seul. drogue pas, étonnamment. C'est l'amour, hein, c'est ça. Et ma dernière question, on voit de plus en plus en fait de personnalités comme toi rejoindre, j'allais dire le board ou être administrateur de groupes un peu historiques. Donc, Céline Oui. Lazartès est au board de la SNCF, toi tu es administrateur du groupe Renault. Qu'est-ce que tu leur Et apportes? Etam aussi. Je D'accord. suis aussi chez Etam. Aline Ria aussi. Aline Ria, d'accord. Qu'est-ce que tu leur apportes ou qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu essaies en fait de leur apporter? Ouais, je pense que, tu vois, c'est exactement en prolongement de notre échange là sur la diversité. C'est que je me rends compte, ces grands groupes, mais tu les connaissais bien dans ton ancienne vie, on est quand même pas mal dans l'entre-soi. Les instances de gouvernance, tout le monde se ressemble. Tu vois, ce sont des gens du même sérail qui ont la même couleur, le même âge, le même pédigré. Et c'est terrible parce que ce sont des gens prodigieusement intelligents, mais qui se ressemblent trop pour inventer demain. Et ce que je me dis, c'est que moi, je suis arrivée chez Renault un peu comme un poil à gratter en disant, moi j'incarne d'abord, je suis une femme, je suis une entrepreneuse, je suis dans le numérique, j'habite aux États-Unis et ma façon de penser les clients, de voir le monde, de penser la valeur qu'on apporte aux clients, elle est forcément différente de la vôtre. Donc moi, j'essaie de mettre le poids du corps sur la transformation culturelle, sur la transformation numérique, sur la transformation vers la sustainabilité. En fait, sur tout ce qui est différent. Donc autant te dire que c'est pas facile. C'est bien parce que je suis un peu la Benjamine, j'aime bien. Mais c'est compliqué parce que tu te rends compte que il faut être humble hein, quand tu arrives. C'est une boîte de 180 000 personnes, Renault-Nissan, et qui a réussi maintenant, qui est complètement à un point d'inflexion. Et c'est maintenant qu'il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup d'humilité. Donc moi, j'arrive avec cette capacité, je crois, à insuffler, à apporter un souffle nouveau, c'est clair. Et c'est indispensable, indispensable. Et plus par mon expérience, je pense, d'entrepreneuse du digital que parce que je suis une femme en réalité. Mais j'ai découvert des choses, tu vois, quand on parlait du plafond de verre. Moi, j'avais jamais ressenti en tant que dans le numérique être une femme, un homme. Pour moi, ça n'avait aucune espèce d'importance. Et en réalité, je me rends compte que si, dans les grands groupes, si ça joue. Donc, j'ai découvert ce que c'était la discrimination. C'est dingue, hein. Il a fallu que j'attende 45 ans pour ça. Et donc, mais j'ai aussi compris comment le contourner, parce que forcément, dès que tu vois les obstacles dans la vie, tu le sais comme moi, hein, c'est pas une difficulté, c'est juste un choix difficile à faire. Donc, il faut faire vite des choix. Et je me suis dit, c'est quoi le premier choix que je vais faire face à cette difficulté? Je vais aller parler à toutes les femmes du board pour essayer de trouver des alliés. Tu es toujours dans cette logique-là, en fait. Et puis, tu te sens plus fort et ça libère la parole. Et puis, ça permet ensuite de rééquilibrer petit à petit les choses. Mais purée, c'est long. Hein. Donc, ouais, sortir de l'entre-soi, mettre l'accent sur l'innovation, faire peur un peu, parce que quand on ne se fait pas peur, ça veut dire qu'on n'innove pas assez. Et je le fais avec beaucoup de bonheur. Merci beaucoup Catherine. Merci Olivier. Un plaisir que d'échanger avec toi. On a réussi enfin à le faire. On a réussi à le faire. Non, et surtout, en fait, merci de cet enthousiasme. Voilà, fatiguée pourtant, t'imagines, mon mari oh là là, non, ne te repose pas trop. En tout cas, pétillante à la télé, pétillante effectivement aussi dans tes engagements. Donc, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à toi. Et si je peux t'aider en quoi que ce soit, n'hésite pas. Ce sera avec plaisir. Je suis contente de rentrer en France.